En mai 1989, la France est secouée par un crime d'une violence inouïe, celui de Cécile Bloch, une adolescente de 11 ans, retrouvée assassinée dans la cave d'un immeuble parisien. L'enquête est lancée immédiatement, mais aucun suspect n'est arrêté. Le meurtre reste un mystère. Pendant les mois suivants, la peur s'installe, les spéculations se multiplient, et dans certaines rédactions, on commence à évoquer un possible tueur en série. C'est dans ce climat trouble que le journaliste d'investigation Marc Delbosque, 34 ans, reçoit un tuyau troublant. Un ancien gendarme prétend que le crime de Cécile Bloch n'est pas un fait isolé, et que des éléments similaires ont été observés bien plus à l'est, dans une région frontalière de la Roumanie. Marc, connu pour suivre les pistes que les autres refusent de voir, décide de partir. Une semaine plus tard, il prend un vol pour Cluj-Napoca, sac à dos au poing, avec sa caméra Super 8, son carnet noir et son enregistreur à bande. Il n'est jamais revenu. Depuis quelle ville, depuis quel pays suivez-vous cette histoire? Partagez-le dans les commentaires. Car ce que vous allez découvrir a mis plus de 3 décennies à remonter à la surface. Les autorités roumaines ont d'abord évoqué un accident. L'ambassade de France a tenté de faire pression. Rien. Pas de témoins. Pas de corps. Pendant des années, l'affaire a été classée comme une simple disparition. Pourtant, dans les cercles journalistiques, certains savent que Marc travaillait sur un lien entre des meurtres d'enfants non résolus en France et un réseau silencieux d'anciens membres de la Securitat, la police secrète roumaine. Il pensait que ce qu'on appelait alors le grêlé, surnom du tueur présumé de Cécile, avait laissé une trace bien au-delà de Paris. Ce n'est qu'en 2001 qu'un randonneur roumain, en marchant dans une zone boisée près de la frontière moldave, découvre un sac noir partiellement enseveli sous des pierres et des ronces. À l'intérieur, une caméra rouillée, un micro cassé, des cassettes audio et un film intact. C'est à ce moment précis que le silence a commencé à s'effondrer. Le film Super 8 retrouvé dans le sac de Marc Delbosque a d'abord été considéré comme irrécupérable, oxydé, collé, endommagé par l'humidité. Mais après plusieurs semaines de restauration dans un laboratoire indépendant à Lyon, les premières images apparaissent. Ce ne sont pas des paysages, ni des interviews. Ce sont des séquences filmées de nuit, en caméra tremblante, dans une ville grise, anonyme, probablement Bucarest. On y voit Marc, à moitié dissimulé dans un taxi, filmer discrètement un bâtiment officiel. Sur la façade, l'ancien siège d'une annexe de la Securitat. Sur l'audio restauré, une voix chuchote en français. Il déplace les archives. Ce n'est plus seulement roumain. Il y a des noms français. L'affaire Bloch est un fil. Il faut suivre le fil. Ces images sont datées du 24 septembre 1989, soit 7 jours après sa disparition officielle. Cela signifie une chose. Marc n'était pas mort quand on a cessé de le chercher. Il était encore sur la piste. L'enquête qui suit, relancée par 2 jeunes journalistes en 2002, va révéler l'impensable. D'après des notes retrouvées dans son carnet, Marc avait identifié un ancien agent binational lié à la Securitat et réfugié en France dans les années 80. L'homme avait été brièvement interrogé dans le cadre de l'affaire Cécile Bloch, puis relâché. Marc pensait qu'il faisait partie d'un cercle plus large, utilisant les années de transition post-soviétique pour brouiller les pistes, se réinventer et surtout disparaître. Un document déchiré, collé au fond du sac, portait un nom, François Fay, suivi d'un code, FR 99 Paris SECCR. Personne ne sait ce que cela signifie, mais ce nom allait réapparaître 17 ans plus tard, dans un fichier d'ADN. À l'époque, personne ne fait le lien. La presse reste prudente. Mais dans les coulisses, au sein de la police criminelle, un ancien commissaire avoue à voix basse « Delbosque avait une longueur d'avance, et il l'a payé de sa vie ». Lorsque les premières images de la caméra de Marc Delbosque sont diffusées dans un cercle fermé de journalistes d'investigation en 2002, l'effet est immédiat. Plusieurs d'entre eux reconnaissent dans la séquence un bâtiment annexe,
situé non pas à Bucarest, comme on le croyait, mais dans une petite ville nommée Botoșani, à la frontière moldave. Cet ancien poste administratif roumain aurait servi, selon des rapports datant des années 1980, à la gestion migratoire sensible pour les agents doubles et les dissidents étrangers. Ce que Marc filmait, c'était un bâtiment oublié de tous, sauf de ceux qu'il traquait. Parmi les extraits de bandes audio remises en état, on entend également un mot, répété 2 fois par une voix masculine rauque et précipitée. Tisserand. Le tisserand. Aucun des enquêteurs ne comprenait alors la signification de ce mot. Mais Marc, lui, l'avait noté dans son carnet noir, suivi d'un symbole, une croix barrée et la mention « Connexion bloc ». Ce n'est qu'en comparant les notes de Marc avec les dossiers de la police judiciaire française, en particulier ceux liés au grêlé, surnom donné au tueur de Cécile Bloch, que l'expression « tisserand » prend tout son sens. Il s'agissait en réalité du nom de code utilisé par un profil criminel non identifié dans plusieurs affaires classées entre 1986 et 1994, dont les caractéristiques correspondent à un homme se déplaçant souvent entre la France, la Belgique et l'Allemagne. Marc pensait que ce tueur, ou du moins un complice, avait été protégé par une cellule d'exfiltration opérant à l'Est, composée d'anciens agents des services secrets. Pour lui, l'affaire Bloch n'était pas un cas isolé. C'était un point d'entrée dans un réseau beaucoup plus vaste. Dans une lettre retrouvée à moitié brûlée au fond du sac, probablement écrite à la hâte, Marc s'adresse à son collègue et ami Thierry. « Si tu lis ceci, c'est que je suis trop près. Ils effacent ce qui gêne. Ne fais confiance à personne, surtout pas aux uniformes. Envoie tout à revue ligne noire. Il y a un fichier, une cache. Sous la pierre, tu sais laquelle. » Ce message étrange va déclencher une nouvelle vague de recherche. Thierry Malo, désormais rédacteur en chef, se rend en Roumanie au printemps 2003 accompagné d'une équipe documentaire. En suivant les indices laissés par Marc, il retrouve l'endroit évoqué. Un sentier en forêt à l'ouest de Botoșani, près d'un ancien pylône électrique. Sous une grosse pierre, ils découvrent une boîte métallique contenant plusieurs pellicules photos, un microfilm et une clé rouillée. Les photos, une fois développées, montrent des visages, des entrées de bâtiments, mais surtout une image troublante. Celle d'un homme en uniforme de gendarme français, tenant un enfant par l'épaule, devant un immeuble que l'on identifie plus tard comme étant celui de Cécile Bloch. L'image est floue, presque tremblante, comme prise à la volée avec un zoom instable. Mais ce qu'elle montre est indiscutable. Sur la gauche, on distingue l'entrée d'un immeuble typiquement parisien du 13e arrondissement, reconnaissable à sa grille métallique et aux dalles hexagonales du trottoir. Au centre de la photo, un homme d'une quarantaine d'années, en uniforme réglementaire de la gendarmerie française des années 80. Sa main repose sur l'épaule d'une jeune fille blonde que les experts identifieront plus tard grâce à l'agrandissement numérique, comme étant Cécile Bloch elle-même. Cette photo, datée au dos du 5 mai 1989, soit la veille de sa disparition, n'avait jamais été vue dans aucune archive officielle. Pour Thierry Malo, cela ne laisse aucun doute. Marc avait découvert un élément clé que personne n'avait osé relier à l'affaire. Le visage du gendarme est partiellement masqué par l'ombre d'un Porsche, mais les techniciens parviennent à en isoler les traits principaux. Front large, cicatrice au menton, chevelure en recul. En croisant les dossiers internes de la gendarmerie de l'époque, les journalistes retrouvent un suspect potentiel, François V., transféré discrètement en 1990 dans l'administration pénitentiaire, avant de disparaître des radars. Ce même nom figurait dans les papiers de Marc, inscrit à la main, avec le code FR 89 Paris E CCR. Ce dernier code correspondrait, selon une source judiciaire, à une ancienne classification pour dossier extrêmement confidentiel, crime de raison d'État. Mais pourquoi ce nom n'a-t-il jamais été associé officiellement à l'affaire Bloch? Pourquoi les enquêteurs de l'époque n'ont-ils jamais publié d'appel à témoins concernant ce gendarme visible sur la photo? Ces questions, Thierry les pose dans un article publié anonymement dans un journal suisse en 2004.
L'article fait l'effet d'une bombe dans les cercles d'investigation. Très vite, il disparaît mystérieusement du site officiel, remplacé par une page d'erreur. Mais le mal est fait. Une copie de l'article circule dans les forums d'anciens policiers, traduite en anglais et en allemand. Et surtout, des familles d'autres victimes non résolues prennent contact avec Thierry. Certaines reconnaissent le même homme, aperçu près d'écoles ou de parcs, à Paris, Lyon, et même Genève, entre 1985 et 1992. Ce que Marc avait entrevu, et que son matériel a révélé, allait bien au-delà d'un fait divers. Il s'agissait d'un profil protégé, évoluant dans les marges du système, bénéficiant de complicités possibles entre forces de l'ordre et anciens réseaux de renseignement. Un homme dont l'identité, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été confirmée publiquement. Mais pour Thierry et ceux qui ont repris l'enquête officieusement, une certitude émerge. Marc Delbosque avait touché une vérité que certains auraient préféré enterrer à jamais. Et ce qu'ils vont découvrir ensuite ne laissera plus place au doute. L'hiver 2005 marque un tournant décisif. Après plusieurs années à assembler des fragments, Thierry Malo reçoit un appel anonyme. Une voix d'homme, âgé, posé, avec un léger accent de l'Est. Ce que Marc a trouvé, je l'ai vu. J'étais dans la pièce. J'ai obéi. Mais je n'ai jamais oublié. L'appel est localisé à Innsbruck, en Autriche. L'homme accepte de rencontrer Thierry, à condition qu'aucune caméra ne soit utilisée et qu'aucun enregistrement ne soit effectué. Lors de cette entrevue, il révèle une information capitale. En 1989, un groupe de coopération officieux entre membres de la Securitate roumaine et certains agents français aurait permis d'exfiltrer discrètement des individus jugés utiles, même si suspects dans des affaires graves. Selon lui, le gendarme visible sur la photo avec Cécile Bloch aurait fait partie de ce programme. Ce témoin affirme que Marc Delbosque aurait mis la main sur un document confidentiel signé entre deux unités de contre-espionnage, dont le but était de neutraliser les menaces médiatiques, autour d'affaires impliquant des collaborateurs sensibles. Il évoque même l'existence d'un lieu, en Transylvanie, surnommé par les agents « la maison sans lumière », un ancien relais militaire soviétique, réaffecté comme centre d'interrogation clandestin à la fin des années 80. Le témoin est catégorique. Marc y a été amené. Il savait trop. Ils ont voulu savoir jusqu'où il était allé. Les aveux du témoin sont glaçants. Selon lui, Marc aurait survécu plusieurs jours. Il aurait été interrogé, mais n'aurait rien livré. Le sac retrouvé en 2001 ne serait pas tombé par hasard. Il aurait été laissé volontairement, peut-être par un garde compatissant ou en fuite. L'homme conclut la rencontre en tendant à Thierry une enveloppe brune. À l'intérieur, une vieille photo en noir et blanc montre trois hommes assis à une table. L'un d'eux est clairement Marc Delbosque, amaigri, les poignets liés par une corde, mais vivant. Derrière lui, un mur en béton nu, sans fenêtre, une ampoule nue suspendue au plafond. Thierry comprend à ce moment-là que Marc n'a pas simplement disparu. Il a été effacé. Cette image, jamais rendue publique, est aujourd'hui conservée dans un coffre, avec le reste des éléments de l'enquête. Aucun média français n'a osé la publier. Aucun procureur ne l'a officiellement intégrée à une procédure. Mais dans certains cercles, cette photo circule officieusement, et elle porte un nom de code gravé au crayon au dos. Silence rouge. Ce n'est plus une affaire non résolue, c'est une mémoire interdite. En 2006, près de 17 ans après la disparition de Marc Delbosque, un nouveau développement bouleverse le fragile équilibre entre silence et vérité. Lors d'une opération de rénovation d'une caserne désaffectée à Oradea, non loin de la frontière hongroise, des ouvriers découvrent, dissimulés derrière une cloison en béton, une pièce étroite, sans issue, dont les murs sont tapissés de matériaux insonorisants anciens. Posé au sol, dans un état de conservation surprenant, se trouve un magnétophone Grundig d'époque, branché à une source électrique désactivée. L'équipe locale prévient la police, qui prévient à son tour les autorités militaires. Mais avant que le site ne soit verrouillé, un technicien civil, passionné de matériel vintage, parvient à dupliquer la bande magnétique. Quelques jours plus tard,
Cette copie atterrit sur le bureau de Thierry Malot, accompagnée d'une lettre anonyme. Il a tenu jusqu'au bout. Ne laissez pas sa voix se perdre. Lorsqu'il écoute l'enregistrement pour la première fois, Thierry comprend immédiatement qu'il s'agit bien de Marc. Sa voix est calme, posée, méthodique, comme s'il dictait un rapport. Je suis détenu depuis un nombre indéterminé de jours. Je ne subis pas de torture physique, mais la lumière ne s'éteint jamais. On me pose toujours les mêmes questions. J'ai dissimulé les copies. Si quelqu'un entend ceci, qu'il cherche la pierre fendue. Le reste de la bande alterne entre silence, bruit métallique, et parfois des mots prononcés à voix basse. Bloc, réseau, liaison à Paris, infiltré depuis 1982. Puis la voix s'interrompt. Une respiration. Et enfin, la dernière phrase, presque chuchotée. Je n'ai pas plié. J'ai tout consigné. Faites-en quelque chose. Cette bande, désormais surnommée « Le Testament sonore », devient la pièce centrale d'un documentaire indépendant intitulé « Journaliste effacé », diffusé dans des festivals engagés à Amsterdam et Montréal. Aucun média français traditionnel n'accepte de le diffuser. Des pressions juridiques, des menaces de plainte, des rappels au devoir de réserve pour les anciens fonctionnaires. Mais le public, lui, commence à parler. Les commentaires affluent. Anciens élèves de Marc, familles de victimes, anciens enquêteurs. Tous évoquant un sentiment d'inachevé, de vérité trop longtemps muselée. En parallèle, un ancien inspecteur de police judiciaire contacte Thierry sous un pseudonyme. Il dit avoir vu le dossier Bloch réapparaître brièvement sur son bureau en 2001, juste après l'identification d'un profil ADN concordant avec François V, l'homme que Marc soupçonnait. Mais l'ordre est venu de fermer immédiatement, sans suite. Ce jour-là, Thierry comprend que Marc avait raison depuis le début. Ce n'était pas seulement un crime, ni une série de crimes. C'était une architecture, une structure de protection, vieille, souterraine, et prête à effacer quiconque menaçait son équilibre. À partir de 2007, le nom de Marc Delbosque commence doucement à ressurgir dans les marges de l'espace public. Pas dans les grands médias, trop frileux, trop exposés, mais dans les universités, les cercles d'investigation indépendants, et surtout dans les salles de classe des écoles de journalisme. On y étudie son parcours, sa méthode de documentation, sa manière presque obsessionnelle de recouper chaque source, chaque lieu, chaque anomalie. Une génération de jeunes reporters commence à s'identifier à ce visage disparu, à cette voix retrouvée sur bande magnétique. Certains brandissent tout de même son nom, comme un engagement éthique silencieux, ne jamais reculer devant la vérité, même si elle dérange les puissants. Mais ce retour progressif dans la mémoire collective s'accompagne aussi d'une peur persistante. Plusieurs personnes associées de près ou de loin à l'affaire reçoivent des menaces anonymes. Lettres sans expéditeur, coups de téléphone silencieux, voitures rayées. Thierry Malot lui-même est suivi à plusieurs reprises en sortant de son domicile. Un soir, en rentrant chez lui, il trouve sur sa boîte aux lettres une simple feuille blanche, pliée en deux. À l'intérieur, une photo de Marc, la même que celle prise dans la pièce sans fenêtre. Mais cette fois, les yeux de Marc ont été barrés d'un trait rouge. Pas de mots, pas de signature, juste ce symbole. L'effet est immédiat. Thierry quitte Paris pendant plusieurs mois. Il s'installe sous un faux nom dans un village du sud de la France, d'où il continue à travailler en ligne avec une équipe réduite, presque clandestine. Ensemble, ils réunissent les derniers fragments du dossier. Les lettres, les photos, les enregistrements, les carnets. Ils créent un dossier numérique codé, réparti sur plusieurs serveurs dans 3 pays différents, avec une clause automatique. Si un membre de l'équipe est porté disparu, le dossier est rendu public dans son intégralité. C'est à cette époque qu'apparaît pour la première fois un mot-clé dans les milieux d'investigation. Projet Chrysalide. Ce nom aurait été utilisé dans des documents internes au ministère de l'Intérieur en 1990 et référencerait un programme de protection ou d'exfiltration de personnalités sensibles, y compris certains agents infiltrés dans les forces de l'ordre françaises. L'hypothèse de Marc se confirme post-mortem. Le grêlé n'était pas qu'un tueur isolé.
Il aurait pu être un agent dormant, utilisé puis effacé. Dans un carnet retrouvé en Roumanie, Marc avait noté une phrase qui, à l'époque, paraissait abstraite. « Le monstre ne vit pas dans l'ombre, il vit dans l'oubli. C'est là qu'il est le plus tranquille. » Cette phrase devient aujourd'hui le sous-titre de son dossier. En 2009, 20 ans après la disparition de Marc Delbosque, une décision inattendue relance discrètement l'affaire. Un juge d'instruction indépendant à Nanterre, connu pour ses prises de position atypiques, accepte de rouvrir à titre personnel un pan de l'enquête lié à l'affaire Cécile Bloch, sur la base d'éléments nouveaux apportés par des journalistes. Parmi ces pièces figurent des extraits de la bande audio retrouvée en Roumanie, une transcription partielle du carnet de Marc et surtout, de façon cruciale, un cliché inédit de François V en 1991, dans une caserne militaire désaffectée du Loiret. À cette époque, il était supposé avoir quitté la France. La photo, visiblement prise par un complice ou un enquêteur discret, le montre vêtu en civil, mais avec des chaussures réglementaires de la gendarmerie. Le juge ne tarde pas à découvrir qu'une partie des archives concernant François V a été effacée numériquement entre 1999 et 2001, période correspondant à la redécouverte du sac de Marc. Plusieurs documents administratifs, fiches de mutation, rapports de mission, comptes rendus disciplinaires, ont disparu ou présentent des altérations manifestes. L'un d'eux, daté de 1990, a été réécrit à la main, sans signature officielle. Pour le juge, cela ne fait aucun doute. On a tenté d'effacer les traces de cet homme. Mais alors qu'il tente de convoquer un ancien supérieur hiérarchique de François V, l'ordre lui est retiré. La procédure est gelée sans explication. Dans une note interne, une simple phrase « Dossier classé au titre de la défense nationale ». Frustré mais déterminé, le juge transmet discrètement son dossier à une association de victimes et de journalistes indépendants. Il ne pourra pas aller plus loin, mais d'autres le feront. Ce geste alimente une série de conférences confidentielles organisées à Bruxelles, Genève et Berlin entre 2010 et 2011. Lors de l'une d'elles, un ancien analyste du renseignement suisse montre un document classifié obtenu via un contact est-allemand en 1989. Sur ce document figure un nom codé, Opération Brouillard, une initiative conjointe franco-roumaine visant à protéger certains agents défaillants en les repositionnant sous fausse identité. Une ligne attire l'attention. Cible X réinsérée, liaison FR validée. Profil grêlé suspecté. Suivi suspendu 0589. C'était le mois où Cécile Bloch a été assassinée. Le mois où Marc Delbosque a reçu son informateur. Et soudain, tout s'aligne. Ce que Marc avait amorcé dans les Carpates, ce que son matériel avait préservé au fond d'un sac oublié, devient la clé d'un puzzle que personne n'avait osé assembler. Il n'avait pas fui. Il n'avait pas été imprudent. Il avait vu trop clair, trop vite et trop seul. En 2012, l'affaire prend une tournure tragique mais révélatrice. Thierry Malot, fidèle compagnon de l'ombre dans cette quête de vérité, est hospitalisé d'urgence à la suite d'un empoisonnement inexpliqué. Il survivra, mais perdra temporairement l'usage de la parole. Les médecins évoquent une substance rare, difficile à tracer, utilisée autrefois dans certaines opérations clandestines pour provoquer des accidents discrets. Durant sa convalescence, une équipe de journalistes décide de publier à sa place, sous pseudonyme, un dossier complet en ligne regroupant tous les éléments recueillis depuis la découverte du sac de Marc. Les enregistrements, les carnets, les photos, les noms, les hypothèses. En moins de 48 heures, le site est visité par plus d'1 million de personnes. Puis, il disparaît. Serveur coupé. Nom de domaine désactivé. Plusieurs contributeurs reçoivent des convocations judiciaires pour violation du secret défense. Mais une fois encore, les fragments avaient eu le temps de circuler. Des copies sont hébergées en Islande, au Canada, en Argentine. Un réseau de journalistes dissidents s'organise. Dans les écoles de journalisme, le dossier Delbosque devient un cas d'étude non officiel mais respecté.
À la même époque, un nouveau profil ADN est extrait d'un objet scellé en 1989 dans un laboratoire judiciaire de Paris. Les résultats sont formels. L'empreinte correspond à un homme décédé en 2010, sous une fausse identité, dans un hospice du sud de la France. Le nom sur son dossier médical, Frédéric Valmont. Un ancien militaire, jamais marié, aucune famille, et un dossier de police disparu depuis les années 90. Les analystes biométriques confirment. Il s'agit très probablement de François Vette, le grêlé présumé, jamais jugé, jamais interrogé. Le choc est immense. Mais la justice ne bouge pas. Décédé, classé. Aucun procès, aucun communiqué. Pour Thierry, toujours affaibli mais vivant, cela ne peut pas être la fin. Il publie un dernier texte, dicté depuis sa chambre d'hôpital. Marc nous a laissé les pièces. Nous avons enfin le visage. Ce qu'il reste à construire, c'est la mémoire. Et cette mémoire, peu à peu, prend forme ailleurs. À Strasbourg, un théâtre monte une pièce inspirée de l'affaire. À Bruxelles, une étudiante consacre sa thèse à l'effacement d'État. À Cluj-Napoca, un banc en bois, isolé dans un parc, porte discrètement une plaque, pour celui qui n'a jamais reculé. Aujourd'hui, plus de 3 décennies après la disparition de Marc Delbosque, son nom ne figure dans aucune stèle officielle, aucune rue, aucun musée. Il n'a reçu aucune distinction posthume. Et pourtant, pour une génération entière de journalistes, de chercheurs et de citoyens, il est devenu le symbole d'une vérité qui refuse d'être enterrée. Là où l'État a choisi l'oubli, d'autres ont choisi le souvenir. Là où les archives ont été verrouillées, la mémoire s'est transmise de main en main, de serveur en serveur, de voix en voix. Certains continuent d'affirmer que Marc a été victime d'un excès de zèle, qu'il s'est aventuré trop loin, seul, sans protection. Mais ceux qui ont lu ses carnets, entendu sa voix, vu ses photos, savent autre chose. Il n'a jamais couru vers le danger par vanité. Il y est allé parce qu'il avait compris que personne d'autre n'y irait. Parce que derrière le meurtre d'une enfant en 1999, il avait perçu une mécanique plus vaste, une toile patiemment tissée pour protéger les monstres derrière des murs d'uniforme et de silence. Il n'y a pas de justice parfaite. Marc ne reviendra pas. Mais il a laissé un mode d'emploi, une boussole, une exigence. Chaque année, le 17 septembre, date de sa disparition, des anonymes déposent une petite caméra miniature, un crayon noir et une pierre plate gravée MD, devant l'entrée de l'immeuble où vivait Cécile Bloch. Pas de revendication, pas de mots. Juste la trace d'une promesse tenue. Ne pas laisser le silence gagner. Et maintenant que vous connaissez cette histoire, une question s'impose. Où êtes-vous, en ce moment, en train d'entendre cette voix? Dans quelle ville, dans quel pays, dans quel coin discret du monde? Car tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter, Marc Delbosque ne sera pas tout à fait effacé.